Bienvenue dans School TV Le Mag. Chaque semaine, nous mettons en lumière des initiatives, qu'elles soient locales, régionales ou nationales, qui façonnent l'avenir de l'éducation. Et je suis en compagnie de Marine Plantec, bien sûr. Salut Marine. Salut Alix. C'est parti pour le sommaire. Aujourd'hui, nous évoquons l'ampleur des violences sexistes et sexuelles, leur impact sur les victimes et les raisons de leur invisibilisation. Pour ce faire, Assia Batili, militante contre les violences sexuelles, est avec nous à l'occasion de la sortie de son documentaire Les mots pour vous le dire. Nous parlerons aussi de l'importance de l'éducation pour prévenir ces violences avec des initiatives concrètes. Et puis dans ta loupe, Marine, de quoi nous parles-tu ? On va parler de campagne de sensibilisation justement autour de ces sujets auprès des jeunes. C'est parti pour une nouvelle émission. Bonjour Assia. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu présente. Merci pour l'invitation surtout. Je rappelle que vous êtes donc infirmière de formation, formatrice à la prévention des violences sexistes et sexuelles, autrice et réalisatrice du documentaire Les mots pour vous le dire. Pourquoi ce titre ? Alors, initialement, j'avais créé un blog qui s'appelait Les mots pour le dire, qui permettait de justement sortir de toute la silenciation qu'il y a quand on est victime de violences sexuelles, puisque j'ai été victime de violences sexuelles dans mon enfance. Et l'omerta et le tabou sont tellement forts que c'est compliqué de trouver les mots adéquats déjà pour dire ce qu'on a vécu. Mais au-delà de dire ce qu'on a vécu, il faut que la personne à qui on le dit soit en capacité de le recevoir. C'est pour ça que pour moi, au-delà des mots pour le dire, il fallait surtout trouver les mots pour vous le dire, pour que lorsque je parle, vous soyez en capacité de recevoir ce que je vous raconte. Et je vous propose qu'on regarde tout de suite la bande-annonce. Oui. Quand j'avais 5 ans, j'ai été agressée par le fils de ma nourrice. J'avais 11 ans. Alors c'était par le frère de mon père. Quand j'avais 7 ans, j'ai été violée par un jeune de mon quartier. C'est des choses qu'on ne veut pas entendre. Le procès dans 20 jours. On est dans le pays des droits de l'homme, et je pense que dans le pays des droits de l'homme, les femmes sont totalement exclues. À aucun moment, on a parlé du fait qu'il l'ait avoué. Elle est nulle, la justice française. C'est pas possible que des adultes crachent au visage d'enfants victimes. D'abord se dire, peut-être qu'elle ment. La liste des victimes s'est pas arrêtée qu'à nous deux. Assia, pourquoi le choix de deux autres témoignages, ceux d'Anissa et Mariam, en plus du vôtre ? Alors, initialement, je ne pensais même pas, moi, intervenir dans le film. Donc, quand j'ai lancé mon appel à témoignages en 2020, j'ai reçu une dizaine de témoignages de personnes. Et au moment où j'ai lancé les interviews, Mariam et Anissa ont confirmé leur désir de participer au documentaire et qui plus est, à visage découvert. Ce qui pour moi était aussi hyper important parce que c'était important d'incarner les histoires avec des visages et des personnes. Et ce qui a été très fort lorsque je les ai rencontrés, parce que je rappelle que ni Anissa ni Mariam, je ne les connaissais avant qu'elles décident de témoigner dans mon film. Et il y a eu tellement de similitudes dans leur récit, il y a eu tellement des miroirs que pour moi, il y avait une évidence à faire, à coïncider leurs histoires. Et au fil du temps, lorsque j'ai travaillé avec la personne qui m'a aidée sur le montage, et au début, moi, j'intervenais que à travers la voix off. Et il me disait, ah, ça, tu ne peux pas juste être une voix off, il faut vraiment que tu sois à l'écran. Donc, au départ, j'intervenais vraiment pour donner des éléments de compréhension de l'ampleur des violences sexuelles. Et assez rapidement, c'est devenu une évidence de dire, je suis obligée dans le film. Parce que s'il n'y a pas mon histoire, il n'y a pas le film. Et c'est aussi parce qu'il y a mon histoire, qu'il y a mon engagement et que le film existe. Et du coup, pour moi, c'était une évidence que l'engagement que j'incarne, autant aussi dans la réalisation de ce film, parce que ça m'a mis 5 ans pour le créer, il fallait aussi qu'il transparaisse à l'écran à travers mon histoire. Et donc, c'est comme ça que j'ai moi aussi décidé d'être derrière l'écran. Et qu'est-ce qui vous a motivé à faire un documentaire alors même que vous ne venez pas du milieu audiovisuel ?
Alors l'urgence, pour moi, il y a une vraie urgence à sensibiliser sur la question des violences sexuelles. Moi, je fais ça depuis 2019. Ouais. Et au départ, je me suis rendu compte, donc j'avais parfois deux approches. Il y avait l'approche où je témoignais avec mon livre, et donc là, j'arrivais à toucher un certain nombre de personnes à travers, on va dire, la corde sensible. Et il y avait l'approche où j'amenais des éléments sociologiques de compréhension des violences sexuelles pour faire comprendre l'ampleur que c'est. Et en fait, je me suis rendu compte que cette approche-là, elle avait certaines limites avec certains publics, notamment des publics masculins, puisque très souvent ils se sentaient remis en question de leur masculinité. Et ça m'est arrivé d'avoir une personne qui me disait moi je suis un homme, je n'ai pas de sœur, donc je ne suis pas concernée par les violences sexuelles. Et là je me suis dit bon, alors évidemment, ça m'a d'abord blessée et beaucoup heurtée. Et après, je me suis rendu compte que j'avais réussi à toucher des personnes qui ne se sentaient pas forcément concernées au départ parce qu'elles avaient lu mon livre. Et à partir du moment où elles ont lu tout ce que j'avais traversé jusqu'à ce qu'elles me rencontrent, elles se sont mobilisées à leur tour. Et là, je me suis dit, le livre, j'arrive à toucher qu'une petite poignée de gens. C'est vraiment les gens qui aiment, qui sont sensibles à la littérature, qui liront mon livre. Et du coup, je me suis dit, je veux toucher le maximum de personnes. Et en fait, le médium le plus démocratique, c'est le film. Et c'est comme le livre qui a le même titre ? Alors non, mon livre, c'est Réapprendre à vivre. Que j'ai auto-publié, dans lequel du coup je raconte toute ma résurrection depuis que j'ai été violée. Je l'ai écrit parce que moi pendant longtemps j'ai cherché des témoignages de personnes qui me disent j'ai été violée mais aujourd'hui ça va. Et en fait ces témoignages-là je ne les ai pas trouvés. Donc du coup pour moi c'était important de la raconter pour dire on peut un jour réussir à dire ça va. Et je voulais aussi faire prendre conscience aux personnes qui n'avaient jamais subi de violence sexuelle tout ce que ça engendre en fait dans nos vies d'être violées, parce qu'il y a un tel déni sociétal que toutes les étapes, que ce soit d'un point de vue judiciaire ou d'un point de vue de la santé, quand on veut être soigné, tout est compliqué. Et pour moi c'est plus possible que les victimes soient autant abandonnées. Donc c'est pour ça que j'avais écrit ce livre, et le film, finalement, c'est que la continuité. Et avant de revenir plus en détail sur votre engagement, et si vous le permettez, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours ? Oui. Alors moi, du coup, j'ai été violée quand j'avais 7 ans. C'était par un jeune de mon quartier, un adolescent. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, le lendemain de l'agression, j'ai subi ce qu'on appelle une amnésie traumatique. C'est-à-dire que j'ai complètement oublié que j'avais été violée. Donc j'ai continué ma vie d'enfant et d'adolescente ensuite le plus normalement possible. Et c'est vraiment à l'aube de mes 19 ans, en regardant un téléfilm sur France 2, où il y a une scène de viol dans ce téléfilm. Et en fait, en voyant cette scène, d'un seul coup, j'ai le traumatisme qui revient. J'ai vraiment tout le souvenir qui revient en même temps. Et ce qui est très frappant, c'est qu'au moment où je me rappelle dans ma tête, j'ai les sensations également dans mon corps. Je me fais comme si j'étais de nouveau violée à ce moment-là. Donc ça a été très... Et là, on est combien d'années plus tard ? Là, on est, on va dire, 12 ans après, parce que c'était quelques semaines avant mes 19 ans. D'accord. Donc ça a été très violent. Et pendant de longues années, j'étais un peu dans une forme de déni où je me disais... le viol que j'ai subi n'a pas de répercussions sur ma vie, parce que quand je regardais ma vie avec les autres personnes de mon âge, on avait vraiment la même vie. Donc je me suis dit, bon, bah, ça va, je ne suis pas si traumatisée que ça. Et en 2013, je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, j'étais, à ce moment-là, je ne mettais pas le mot dépression dessus, mais j'étais clairement en train d'en faire une. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de commencer une thérapie. Et en fait, j'ai erré pendant des années avant de trouver la psychologue avec laquelle j'allais pouvoir enfin guérir. Et donc, cette psychologue, c'est la première personne à qui vous en parlez ? Alors non, en fait en 2019, quand j'ai eu 19 ans, quand les souvenirs reviennent, au début j'en parle à des amis, mais je leur dis pas, je les appelle pas. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle Skyblog. Oui. Les plus jeunes d'entre nous ne sauront pas de quoi je parle. L'ancêtre de Facebook. C'est ça. Donc j'avais un blog et du coup j'avais écrit à des amis là-dessus. Comme une sorte de lettre de suicide. Je disais pas dedans que j'avais été violée, mais je disais juste que j'étais en détresse. Et comme j'avais du mal à être vulnérable, pour moi, c'était plus facile de passer par Skyblog que de leur envoyer un message, parce que là, ça les aurait amenés à réagir tout de suite. Et je ne suis pas passée à l'acte pour autant, mais c'est un peu comme si je voulais un peu me laisser le temps de mourir en faisant en sorte qu'ils ne tombent pas tout de suite sur le message. Donc, on s'écrit en fin de journée, et à force d'écrire, là, je finis par leur dire j'ai été violée enfant, et je viens de m'en rappeler. Et à ce moment-là, moi, j'ai surtout peur que leur regard sur moi change. Et ça, pour moi, c'était impensable. Donc, je leur dis, je vous le dis, et maintenant, vous faites comme si ça n'existait pas, on n'en reparle plus. Et c'est ce qui s'est passé ? C'est ce qui s'est passé.
Et après, aujourd'hui, qu'en est-il ? Alors aujourd'hui, du coup, je suis clairement dans un autre processus. C'est marrant parce que l'amie en question à qui j'avais dit ça, elle me l'a rappelé des années après. Et moi, j'avais oublié que je lui avais dit ça. Ah oui. C'est fait qu'il y a des moments où j'avais ressenti le besoin de parler. J'avais du mal à en parler avec elle, sauf qu'en fait, j'avais oublié que c'était ce que je l'avais faite. Aujourd'hui, ça va très bien. Je suis guérie. Mes psychotraumatismes aussi ont été traités. Donc aujourd'hui, j'ai plus du tout de difficulté. Vous êtes encore suivie aujourd'hui ? Alors, je suis suivie, mais c'est vraiment... Enfin, j'ai une séance une fois par mois avec ma psy. Je ne sais pas si on peut parler de régulation, mais c'est vraiment pour permettre que ça aille. Une sorte de contrôle. Une sorte de contrôle, voilà. Une sorte de maintien. Mais la question du viol, elle n'est plus du tout abordée en thérapie parce que moi, je me sens bien vis-à-vis de ça. Je sais que ça fait partie de... Et au sein de votre famille, votre cercle familial ? Alors, j'en ai parlé beaucoup plus tard. Dans ma famille, je n'en ai pas du tout parlé tout de suite. La première fois que j'en ai parlé, c'était en 2017, quand là, je voulais porter plainte contre mon agresseur. Là, vous aviez quel âge ? J'avais 27 ans. Donc bien après le moment où vous le conscientisez devant votre petit écran. Exactement. Et j'avais consulté une avocate pour avoir un avis. Et elle me disait... comme en fait mon agresseur habitait dans le quartier dans lequel j'ai grandi et moi mes parents habitaient toujours ce quartier-là, donc on pouvait être amenés à se croiser. L'avocate elle me disait que si je portais plainte, à un moment donné ma famille allait forcément être au courant, donc il valait mieux que moi je leur dise à ce moment-là. Donc je l'ai dit d'abord à mes frères et sœurs à cette époque-là et mes parents je leur ai dit seulement il y a 2 ans, en 2022. Et alors ça a été... Plutôt bien. Oui. Moi, je m'attendais à une réaction chaotique parce que, déjà, dans ma famille, on ne parle pas du tout de sexualité. Il y a beaucoup de pudeur, ce genre de choses. Donc, c'était le plus difficile, finalement, d'en parler à vos parents ? Pour moi, c'était plus difficile et surtout avec ma mère parce qu'il y a aussi la barrière de la langue. Et moi, dans ma langue maternelle, je ne sais pas dire j'ai été violée. Donc, du coup, je suis passée par mon père parce que mon père parle français beaucoup plus que ma mère. Et donc, je suis passée par lui en lui disant voilà ce qui m'est arrivé enfant. Et après, je lui ai donné la responsabilité de le dire à ma mère. Mais il a bien réagi. En tout cas, en disant que c'est un père malien. Moi, j'ai grandi en France et les non-maliens, donc on a aussi des mentalités et des visions différentes. Mais malgré tout ça, je m'attendais à pire en termes de réaction. Ouais. Au final, il a bien réagi, il a été compatissant à la hauteur de ce qu'il pouvait être en termes de compassion. Vous êtes soutenue. Ouais, donc là, je suis contente à ce niveau-là. Et pardon, mais votre agresseur, il a été jugé ? Malheureusement, non. Quand j'ai porté plainte, du coup, en 2017, j'avais 27 ans, dès le départ, la policière qui m'avait reçue m'avait fait comprendre que ça allait être compliqué qu'il soit condamné parce qu'on était plus de 20 ans après les faits. Et il n'y avait pas de prescription à ce moment-là. Mais en tout cas, il n'y avait pas de preuve matérielle de mon agression. Moi, ce qui m'avait soulagée quand j'ai échangé avec elle, c'est qu'elle me laissait comprendre qu'elle me croyait. Et déjà, rien que ça, de savoir qu'elle me croyait, ça m'avait fait du bien. Et moi, j'avais quand même voulu avoir une confrontation avec mon agresseur. Donc, je l'ai eu, cette confrontation. Et le fait d'avoir cette confrontation et de lui dire en face, oui, tu m'as violée, ça a permis à ce que toutes les émotions qui étaient enfermées jusqu'à présent... Tout ça, ça s'est fait dans un cadre ? Au commissariat. Okay. On était dans la même pièce, lui et moi. Il y avait 2 policiers également. Et avant que moi, je suis rentrée en première dans le bureau et elle m'avait dit, voilà, on l'a auditionné ce matin, il nie les faits. Du coup, on va vous mettre en confrontation tous les deux. Vous n'avez pas le droit de vous parler directement et vous répondez chacun à nos questions, mais sans vous parler. Vous parliez des psychotraumatismes. Aujourd'hui, vous êtes guérie, fort heureusement. Dans quelle mesure est-ce que ça vous a impacté, ou en tout cas votre développement peut-être émotionnel ou même psychologique ? Alors, donc déjà, il y a eu toute la phase d'amnésie traumatique. Ce qui est compliqué, c'est que c'est pas parce qu'en fait, on se rappelle pas de l'agression de manière consciente que ça veut dire qu'il n'y a pas de répercussions. Moi, pendant longtemps, j'avais le sentiment d'être une personne très réservée et très timide, alors qu'en fait, non, c'est juste que être en relation avec les gens, c'était ultra compliqué, avec les hommes en particulier, mais avec tout le monde en général. Et j'avais aussi ce qu'on appelle une dissociation traumatique, c'est-à-dire que mon corps et mes émotions étaient complètement dissociés. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe, peu importe ce qui se passait devant moi, en fait, je ne ressentais rien. J'arrivais à intellectualiser les émotions, mais je n'arrivais pas du tout à les ressentir.
S'agissant de la prévention, justement, puisque ça vous est arrivé toute petite, à quel âge, selon vous, est-il le plus pertinent de commencer à sensibiliser les enfants aux violences ? En fait, il n'y a pas d'âge pour la prévention des violences sexuelles. C'est déjà apprendre aux enfants les limites de leur corps. Je prends un exemple tout simple. Par exemple, ça arrive très souvent, ça je pense qu'on l'a déjà tous vécu. Quand il y a un enfant, je ne sais pas s'il rencontre un adulte qu'il connaît, on va lui dire, bah, tiens, fais un bisou à la dame ou au monsieur. Et si l'enfant n'a pas envie, en fait, il se sent un peu obligé. En tout cas, il ne sent pas la capacité de dire non. Ça commence déjà par ça. Ça, déjà, pour vous, c'est niette. Alors, c'est surtout si l'enfant n'a pas envie, lui permettre d'être, OK, là, être concentré sur mes ressentis. Est-ce que j'ai vraiment envie d'être en contact avec cette personne ? Si c'est un non ferme, il faut le respecter. Si c'est non, c'est non, en fait. Typiquement, moi, par exemple, j'ai des nièces aujourd'hui. Et typiquement, quand j'ai eu ma plus grande nièce, j'ai eu très peur parce que je me suis dit, OK, avec mon histoire, il faut que je la sensibilise parce que j'ai pas du tout envie qu'elle subisse la même chose. Et comment ça s'est fait ? Une fois où elle me demandait d'aller l'accompagner aux toilettes, bah là, j'en ai profité en lui disant, bah, écoute, ça, ton corps, il t'appartient. Là, est-ce que tu es d'accord parce que je te nettoie ? Et à chaque fois, tu es la seule à pouvoir décider qui a le droit de toucher ton corps ou pas. Et pareil, si un jour, il y a quelqu'un qui te touche ou qui te met mal à l'aise, il faut tout de suite que tu ailles voir soit ton père, soit ta mère, ou en tout cas une personne en qui tu as confiance pour lui dire immédiatement ce qui s'est passé. En fait, ça commence par ça. On adapte le discours en fonction de l'âge des enfants. Et déjà, apprendre aux enfants à être conscients, ne serait-ce que de leurs émotions. Savoir que quand je ressens ça, c'est de la colère, savoir ça, c'est de la joie, ça, c'est de la peur, c'est ultra important. Et pourtant, aujourd'hui, c'est pas forcément enseigné. Mais quand on arrive à sentir les malaises, dans les situations où on subit une agression sexuelle, on saura qu'il y a une espèce de malaise. Et tout de suite, en tout cas, on se sentira assez alerte pour aller voir les adultes et être protégé. Et plus globalement, à l'échelle d'une école, est-ce que pour vous, il y a une bonne façon d'aborder le sujet de la protection des enfants ? Alors, pour moi, déjà, dans les établissements scolaires, j'estime que ce n'est pas forcément aux enseignants de le faire, parce qu'aujourd'hui, on demande beaucoup de choses aux enseignants, mais ce n'est peut-être pas aussi leur champ de compétences. Donc, il faut être peut-être vigilant par rapport à ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de professionnels de santé ou même des associations qui le font très bien. Donc, c'est aussi important de savoir déléguer, en fait. De savoir déléguer, et c'est OK, en fait. Ça ne veut pas dire qu'un tel est mauvais enseignant ou un autre. C'est, voilà, chacun son champ d'expertise. Le discours s'adapte en fonction de l'âge des enfants. Vous intervenez, parce que je sais que vous êtes formatrice, mais est-ce que vous intervenez dans les écoles ? Alors non, pour l'instant, je n'interviens pas dans les écoles. Mais en fait, ce qu'on pourrait déjà commencer à faire, c'est nommer toutes les parties du corps et de manière normale. Par exemple, ne serait-ce que les parties intimes, on leur donne des surnoms, alors qu'un genou, on l'appelle un genou. Pourquoi un pubis, on ne dirait pas un pubis ? Il n'est pas beaucoup plus tabou qu'une autre partie du corps. Mais et pourquoi c'est important de nommer ? Parce qu'à partir du moment où on silencie, c'est comme si on dit que c'était honteux ou c'est comme s'il y avait un tabou derrière. Et pour moi, les mots sont éminemment politiques. Et à partir du moment où on vient mettre du silence ou de la minimisation sur certains mots, c'est comme s'il y avait quelque chose à cacher et à mettre sous le tapis. Et à partir de là, on crée déjà une espèce de gêne, alors que parler du corps ou même parler de sexualité, c'est parler de la santé in fine. Donc, c'est pas plus tabou qu'un autre sujet. Ne bougez pas, Assia, c'est l'heure de la loupe. Ça va. Et Marine, tu nous parles de sensibilisation au corps et aux violences que nos enfants peuvent rencontrer au quotidien. Tous les acteurs de la société tentent à s'améliorer sur le sujet. C'est notamment le cas à l'école, justement. Oui, on en parlait à l'instant. Ouais. Et en particulier, du coup, les professeurs, les esprits s'éveillent sur le sujet et la sensibilisation avec. Je vous propose donc de rencontrer Maîtresse Nourrie, @lesmaternelles sur les réseaux sociaux. Elle enseigne en maternelle à Montpellier et apprend à ses élèves à s'approprier leur corps et connaître les limites physique à respecter. On regarde. C'est mon corps, il est à moi et tu ne le touches pas. Il s'est passé quelque chose de grave dans la classe. Est-ce qu'on a le droit ? Non. Alors, est-ce que pour une fille ça s'appelle le zizi ? Non. Les filles ça s'appelle une vulve. Les filles elles ont une vulve. Et les garçons, ils ont un zizi. Est-ce qu'on a le droit de toucher le zizi ? Non. Ou la vulve de quelqu'un ? Non, on n'a pas le droit. Ça, c'est mon corps. Tu peux toucher ton corps, tu me montres ? Ça, c'est mon corps. Mon corps est à moi. Et toi, tu ne le touches pas. En dessous des vêtements. Personne n'a le droit de te toucher. Personne n'a le droit de rentrer la main en bas ici. En bas dans le pantalon, c'est interdit. Tu l'as rendu triste.
Tu n'as pas le droit de la toucher comme ça. C'est son corps, il lui appartient. Et si un jour tu vois un enfant qui touche à notre enfant, ou même un grand, parce que des fois il y a des grands qui touchent des autres enfants et c'est interdit en bas des habits. Et c'est interdit de toucher le zizi ou la vulve. Tu lui dis, c'est mon corps, il est à moi, et tu ne le touches pas. Si des professeurs comme maîtresse Nouri mettent l'accent sur la classe, sur le sujet du corps et le respect qu'on lui doit et à tous les niveaux scolaires, je vais y arriver. Cela se joue aussi à l'extérieur et c'est ce que vous disiez, l'école ne peut pas être la seule source de sensibilisation sur le sujet. Oui, et d'ailleurs, des entités comme la SNCF se sont emparées du sujet. Cette fois, ils parlent aux plus grands qui sont en mesure de prendre les transports en commun seuls. Et pour cause, les chiffres nous montrent à quel point il est important, nécessaire d'intervenir contre les violences sexistes et sexuelles dans les transports en commun. Les femmes représentent 93% des victimes de violences sexuelles dans les transports en commun. Et plus précisément, lorsqu'on zoome en Île-de-France, 26% d'entre elles sont mineures et ça double presque hors Île-de-France avec 50% des victimes féminines qui le sont également. Un dernier tout de même, un quart des victimes sont de jeunes filles mineures. La SNCF a également constaté une légère augmentation de déclarations d'atteinte sur de jeunes garçons. Les protéger est donc devenu une priorité. Et donc, des moyens ont été mis en place comme une grande campagne d'affichage. Oui, et en plus de ces affiches que vous voyez qui visent à éveiller la conscience des usagers, des moyens techniques sont mis à disposition pour donner l'alerte, comme le numéro 3117, l'application 3117 également à télécharger sur les stores de nos smartphones. Des bornes d'urgence sont également disponibles sur les quais. En ce qui concerne la surveillance, il y a bien évidemment les caméras, mais aussi des agents de sûreté ferroviaire qui ont été formés à gérer des cas d'agression, aussi bien sur l'aspect pénal et réglementaire que la prise en charge des victimes d'atteintes sexuelles. Voilà. Et la SNCF a également créé un partenariat avec l'application Humail. YouMay, je ne sais pas. En tout cas, cette application propose des safe places dans les commerces de certaines gares et à proximité. Le but, c'est de pouvoir s'y réfugier en cas de harcèlement ou bien de sentiment d'insécurité. On peut, sur certaines parties de l'application, également signaler des agressions. Avec tous ces dispositifs, le nombre d'interpellations pour atteinte sexuelle a augmenté de 23,5% entre 2023 et 2024. Selon la SNCF, cela s'explique par une meilleure communication et plus de signalements par les victimes et les témoins. Voilà. Merci beaucoup Marine. Assia, il nous reste plus beaucoup de temps. J'aimerais qu'on parle de votre engagement quand même. Quand est-ce que vous avez décidé de vous engager ? Alors, j'ai décidé ça. Je suis partie à un groupe de parole à la Maison des femmes de Paris. Et à ce moment-là, moi, c'était pour vous ? C'était pour moi, en tant que participante. J'avais demandé à intégrer le groupe 9 mois avant, mais bon, les délais d'attente étaient vraiment très, très longs. Du coup, au moment où j'intègre ce groupe de parole, moi, je vais mieux. Mais j'y vais quand même. Et en fait, à ce moment-là, j'étais ultra frappée parce qu'on était une quinzaine de personnes autour de cette table. Des personnes blanches, des personnes noires, tous les âges, tous les milieux sociaux. Ouais. Et tout, on avait vécu la même chose, tout, on était fracassés. Et je me rappelle d'une dame qui m'avait marquée parce qu'elle racontait avoir été violée en 1982. Et aujourd'hui, on sentait qu'elle était toujours très affectée. Et moi, je me suis dit, moi, je suis née en 1990. Cette dame, elle a été violée avant ma naissance. Moi, j'ai le temps de venir au monde, de guérir, et elle est toujours en souffrance. Et là, je me suis dit, c'est pas normal. Elle vit pas sur une île déserte, cette personne. Elle croise des gens, elle a un entourage. Et comment, en étant une personne socialisée, elle traverse la vie d'autant d'humains et elle est toujours aussi démunie après autant d'années. C'est là que je me suis dit, non, en fait, les violences sexuelles, il y a une vraie omerta sur la question. Et là, je me suis dit, il faut alerter toutes les personnes qui pensent ne pas être concernées, parce qu'en fait, concernés, on est tous. Et là, c'est comme ça que mon engagement a commencé. Et justement, vous parlez de l'amnésie traumatique tout à l'heure, vous en parliez. Une victime de violences sexuelles et sexistes qui cherche de l'aide, à quoi est-elle confrontée en premier lieu ? Alors, à plein de violences à tous les niveaux. Parce que malheureusement, en fait, c'est vraiment le parcours du combattant quand on est victime et qu'on essaie de guérir. Et ça a été votre cas ? Ça a été mon cas. Et encore, moi, je me trouve, entre guillemets, chanceuse. Parce que quand j'ai guéri de mes psychotraumatismes, j'avais 27 ans. Et si je vis très longtemps, j'aurai une longue partie de ma vie où ça va. Ouais. Et il y a des personnes qui arrivent à guérir à la fin de leur vie.
Ce qui est ultra compliqué, c'est qu'aujourd'hui, les professionnels de la santé, et je parle en tant qu'infirmière aussi, on n'est pas du tout formés à prendre en charge les victimes de violences sexuelles. C'est-à-dire que dans nos parcours de formation initiale, à aucun moment, on aborde la question des psychotraumatismes, on aborde la question de l'accompagnement des victimes, ce qui fait que toutes les personnes victimes, quand elles vont rencontrer des soignants, à aucun moment on leur pose la question de est-ce que tu as déjà subi des violences sexuelles ou des violences sont toujours en cours de ta vie. Et tant que cette question-là, elle n'est pas posée, on peut soigner les personnes pour différents troubles physiques ou psychiques, mais tant qu'on ne relie pas en fait, à l'origine des violences, on va soigner que les symptômes. Donc la personne va errer des années, on va lui donner le mauvais traitement, alors qu'en fait, en reliant ça à la question des violences, on va beaucoup plus vite dans la prise en charge. Et pourtant, ces dernières années, on a donné plus d'écho à ce sujet. Ça n'a rien changé dans la prise en charge, que ce soit de l'accueil au commissariat, à la procédure judiciaire. Alors si, il y a quand même des choses qui s'améliorent, de plus en plus de commissariats se forment, mais aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une règle nationale. Je veux dire, il n'y a pas une loi qui dit que tous les commissariats de France doivent être formés à prendre en charge les victimes de violences sexuelles. C'est-à-dire que c'est selon le bon vouloir du commissariat aujourd'hui, c'est beaucoup sur la base de volontariat, avec aussi le travail d'associations féministes qui font le job, mais ce n'est pas quelque chose d'institutionnalisé. Et c'est ça qui est dommage, parce que ça veut dire qu'il y a aussi des grandes disparités qui se font entre les territoires. Et vous parliez notamment, j'ai lu, vous dites que certaines femmes rencontrent encore plus de difficultés pour accéder à un accueil de qualité. De quel public parle-t-on exactement? Alors moi, je suis une femme noire, je suis une femme musulmane. Et en fait, quand on est à l'intersection de plusieurs discriminations, c'est encore plus compliqué de pouvoir déposer plainte. Parce que déjà, en tant que femme, quand on va déposer plainte pour viol, on subit du sexisme. Ça, c'est la culture du viol, elle est partout, et y compris dans les commissariats. Mais potentiellement, quand on est une femme racisée, on subit aussi du racisme, en plus du sexisme, et parfois de l'islamophobie de la part que ce soit des policiers ou d'autres professionnels de justice, ce qui fait que ça peut être un frein supplémentaire dans le fait de devoir déposer plainte. En tant que victime, nos récits sont relativement similaires, mais les professionnels étant aussi empreints de racisme et de sexisme et parfois d'islamophobie, ça fait que c'est un frein supplémentaire dans le fait de dénoncer et d'être accueilli de la manière la plus saine possible. Assia, brièvement, parce que c'est déjà la fin, c'est passé très vite. Que diriez-vous à une personne qui nous regarde, qui a subi des violences mais qui n'ose pas en parler ? Alors déjà, je lui dirais que je lui envoie vraiment toute ma force et tout mon amour dans ce qu'elle traverse, que je la crois dans ce qu'elle a vécu, que c'est pas de sa faute et ça c'est important qu'elle se le dise et qu'un jour ça va aller bien. Et que je lui souhaite de trouver vraiment les thérapeutes qui soient bienveillants et qui sauront l'accompagner sur son chemin. Aujourd'hui, ils existent. Si elle a des besoins des femmes autour de chez elle, qu'elle n'hésite pas à aller là-bas parce qu'ils sont vraiment très bien formés pour l'accompagner. Et surtout vraiment qu'elle garde espoir, même si je sais que c'est compliqué. Et le tunnel d'obscurité, je l'ai traversé, donc je sais ce que c'est. Mais un jour, ça va pour de vrai. Merci beaucoup, Assia. Merci pour ce témoignage fort. Assia Bathily, infirmière de formation, formatrice à la prévention des violences sexistes et sexuelles, autrice et réalisatrice du documentaire Les mots pour vous le dire. Merci encore. Beaucoup. Et bon courage pour la sortie de votre documentaire, qui j'espère sera vu par le plus grand nombre. J'espère aussi. Et merci à toi, Marine. Merci beaucoup. À demain pour une nouvelle émission.